quand je rencontre mes collaborateurs qui arrivent, j'essaie de voir tous les nouveaux. Ils viennent dans ce bureau-là et je leur fais ce qu'on appelle le mot du président. Donc il y a 2 heures, j'avais 6 personnes devant moi à qui j'ai fait le mot du président. J'essaie de faire des choses un peu interactives. À un moment donné, je parle des valeurs de Lucas. Et je leur dis, voilà, c'est un passage obligé, je suis le président, je dois vous parler des valeurs. Et je leur dis, écoutez, les valeurs, par exemple, dans votre famille, il y a des valeurs familiales. Il est peu probable que votre père vous ait convoqué devant une présentation PowerPoint pour vous présenter les valeurs familiales. Et c'est ce que tu dis, les valeurs, c'est pas des mots. Les valeurs, c'est des axes, des rites, etc. Donc les valeurs, elles sont incarnées par les gens qui sont dans la boîte. Comme on dit souvent, le poisson pourri par la tête. Et je pense que le dirigeant, c'est lui qui va donner l'exemple. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire. Mon partenaire, c'est Parlons RH. C'est The agence de marketing RH en France. La référence. Elle aime la RH, toute la RH. C'est pour ça qu'elle est dédiée à ce marché spécifique. Elle accompagne à la fois les DRH et leurs équipes, mais aussi l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Les éditeurs de solutions RH, les organismes de formation, les cabinets de conseil en RH, les agences d'emploi et de recrutement, et bien sûr les startups RH. Ces experts vous conseillent en content marketing, en social media et en web marketing. Avec Parlons RH, vous créez une vraie différence RH sur votre marché. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis ravi d'être avec Gilles Sadger, fondateur, créateur, dirigeant de Lucas, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces nouveaux locaux à Paris, à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres de Station F. Ça fait combien de temps, Gilles, que vous êtes dans ces nouveaux locaux ? 1 semaine. Ah ouais, 1 semaine. Donc c'est vraiment une primeur d'avoir cet accès à ces superbes locaux extrêmement modernes, extrêmement fonctionnels pour une équipe. Je suis hyper heureux, sincèrement, de t'interviewer d'abord, je suis client de ta solution depuis 7 ans. Donc je connais Lucas, mais en tant qu'utilisateur. Et puis j'ai eu le plaisir de te connaître assez récemment grâce à un événement nantais organisé par Inspire Média et par mon ami Laurent Broy. Cet événement qui s'appelle Inspire sur scène t'a permis, comme à 3 autres créateurs d'entreprises, 3 autres entrepreneurs hommes et femmes nantais, de raconter ton histoire devant 200 personnes. Et c'était un moment hyper intéressant, d'émotion, probablement stressant, j'imagine, pour toi. Oui, c'était pas évident. Je fais faire cet exercice souvent aux candidats qu'on recrute. La dernière étape du recrutement, c'est un grand oral à la TEDx où pendant un quart d'heure, tu parles du sujet de ton choix. Mais là, j'ai fait la même chose et pendant un quart d'heure, j'ai parlé de moi. Généralement, j'aime pas trop parler de moi. Je préfère parler de ce que je fais. Mais là, il fallait que je raconte ma vie, mon œuvre. Et donc, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Et c'est bien connu qu'on ne progresse que quand on sort de sa zone de confort. Donc j'étais un petit peu en dehors, mais pas trop, et donc j'ai apprécié l'exercice. Ouais, écoute, déjà pour commencer, alors même si je connais effectivement un certain nombre de tes réponses, parce que je t'ai vu donc sur scène, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire ce qui t'a poussé à sauter le pas, devenir entrepreneur et créer ton entreprise dans le monde des ressources humaines, dans ce monde captivant, en 2002 ? En 2002, donc il y a un peu plus de 20 ans. À ce moment-là, j'avais 40 ans, donc aujourd'hui j'en ai 60, donc je suis un peu plus âgé que la moyenne des entrepreneurs de l'espace. En fait, ça a démarré, c'est ce que je raconte, par un rêve. Comme dit Alfred de Vigny, une vie réussie est un rêve d'adolescent réalisé à l'âge mûr. Adolescent un peu attardé, quand je faisais mes études, j'ai découvert la micro-informatique, les tableurs, en même temps que je faisais des études de commerce. Et je me suis mis à rêver, littéralement rêver de faire des logiciels de gestion.
Je me suis dit, un jour, tu feras des logiciels de C'est gestion. un rêve de dingue parce que C'est pas très fréquent, je Non. reconnais que je n'ai pas croisé beaucoup on rêve de faire le tour du monde, on Ouais, rêve de voilà. sauter en parachute. Alors, juste avant, je rêvais d'être vétérinaire au Kenya, et puis ça Ok. s'est transformé à faire des logiciels de gestion. Et j'ai attendu une quinzaine d'années, après avoir passé 10 ans chez Arthur Andersen, un cabinet d'audit, et puis 5 ans dans des boîtes dans le domaine de la tech. J'ai sauté le pas au moment de l'arrivée des RTT. Et là, je me suis dit, on pourrait faire un logiciel pour gérer les congés et les RTT avec une logique comptable en partie double. Ça, c'est mon autre passion, la compta. J'ai des passions très particulières. Et ce mélange-là, compta, RTT, logiciel, arrivée d'Internet, a fait que la mayonnaise a prise. Et au bout d'une dizaine d'années où j'ai appris à faire des softs, la boîte a commencé à décoller. D'accord. Ouais, ça n'a pas décollé tout de suite. Hein. Il a fait un petit temps. Non, il a fallu vraiment une dizaine d'années pour que d'abord je réalise pleinement mon rêve. Donc je faisais plein de logiciels, la moitié je n'arrivais pas à les vendre. Et puis au bout de 10 ans, j'ai pris conscience que pour être un vrai éditeur de logiciels, il faut avoir une jambe produit et puis une jambe marketing, vente. Et ça, cette prise de conscience, c'était à peu près en 2012. En 2012, on devait être une quinzaine à peu près. Et aujourd'hui, on est 500. Donc 10 ans pour passer de 1 à 15 et 10 ans pour passer de 15 à 500. Donc tu vois Avec une véritable explosion là. Donc ouais, voilà, et depuis quelques années, ça a vraiment explosé, et en particulier depuis 1 an et demi où on a fait une levée de fonds qui a permis de mettre encore plus d'essence dans le moteur et donc d'aller encore plus C'était vite. indispensable cette levée de fonds parce que tu avais grandi du coup quelque part sur tes fonds propres et sur, j'imagine, le commercial, c'est-à-dire les ventes des clients qui ont financé Tout la à croissance. fait. J'étais donc bootstrappé pendant 20 ans, donc c'était pas du tout indispensable, sauf que quand tu es en première division et que tu as envie de vraiment jouer la tête du championnat, il faut que ton budget soit à la hauteur du budget des autres équipes. Et là, les autres équipes, en l'occurrence mes concurrents, avaient levé énormément d'argent, c'était en 2021, et donc l'occasion était bonne, les valorisations étaient très élevées, donc j'ai pu lever de l'argent sans que ce qu'on appelle la dilution soit trop élevée. Donc j'ai fait une bonne affaire, et donc j'ai récupéré plusieurs millions dans les caisses de Lucas pour recruter et faire des nouveaux softs, pour toujours réaliser mon rêve d'adolescent. Ok, extrêmement clair. Et du coup, là, en 20 ans, j'ai envie de te poser une question. Quelle est peut-être la chose la plus folle, la plus drôle qui te soit arrivée depuis la création de l'entreprise ? La plus originale, peut-être ? La plus originale. En 20 ans, il s'en est passé des Il se choses. passe plein de choses dans une entreprise et on sait que la vie n'est pas linéaire. Ouais, des succès, des échecs. Écoute, il y a peut-être l'événement le plus symbolique, il s'est passé il y a peu de temps, en fait, il y a 2 mois. J'ai été invité à l'Élysée à l'occasion de la nomination de Lucas au FT 120. Et donc, on est nommé le vendredi, on apprend la nomination le vendredi matin. Le vendredi soir, on reçoit un mail qui nous invite. Quand je dis nous, c'est tous les patrons des boîtes du FT 120. D'accord. À l'Élysée pour le lundi suivant. Donc, un préavis assez court. Faut être efficace là. Mais je pense que tout le monde a répondu présent. En tout cas, moi, j'ai répondu présent. Et j'avais pas imaginé à quel point ça marque les gens. Mais Gilles est invité à l'Élysée, dans ma famille, auprès de mes collaborateurs. Ouais. Et donc, j'ai été avec un de mes 2 directeurs généraux. Et je me revois encore, tous les 2, dans la cour de l'Élysée. Ça fait quelque chose, quoi. Ça fait plaisir. Donc ouais. c'est pas fou, mais moi ça m'a marqué. Je pense que c'est important, surtout que tu es un entrepreneur français, que tes emplois sont en France. Exactement. Et oui, tu as créé aussi des richesses en France, donc c'est pas neutre. Hein. Oui, le fait que le président t'invite au nom de la nation, voilà, ça a du poids, quoi. Tu vas pas là n'importe comment, quoi. Ouais, ça j'ai vu bien croire. J'ai jamais eu ce plaisir. Peut-être un jour. Hein. On verra. Bon, après c'est Emmanuel si tu m'entends, mais je suis pas certain. Quoi. Alors si on parle un peu de Lucas. Lucas a donc un peu plus de 20 ans, une culture très forte, on va probablement y revenir, parce que ça nous intéresse en tant qu'RH, vraiment cette culture et ta manière de voir les choses au sein de ton entreprise, en tout cas les partis pris qui ont fait la réussite de Lucas. Mais à côté, c'est des chiffres impressionnants. Alors, j'ai pas trop envie d'en citer, mais un qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1 400 000 utilisateurs en France de la suite Lucas, de collaborateurs qui sont chez tes clients et qui utilisent Lucas quotidiennement ou quasi quotidiennement. Donc, mais c'est un chiffre juste gigantesque. Comment ça marque ça ? Ça marque via mes enfants qui me disent « Papa, j'ai un de mes copains qui, dans sa boîte, ils utilisent Lucas. » Et ça arrive... assez fréquemment, donc c'est là où je prends conscience que
finalement, oui, Lucas a un certain poids. Que Lucas n'avait pas au début, évidemment, puisque quand on a commencé, on avait 0 client. D'autres chiffres, en ce moment, on a une très forte croissance. C'est-à-dire la croissance croît, on est à plus de 60% de croissance actuellement. D'une année sur l'autre ? D'une année sur l'autre, oui. Ouais, donc ce qui est énorme, alors que vous êtes déjà effectivement d'une sur des taille, chiffres assez sympathiques. Oui, on est très transparent sur les chiffres. Donc on a fait 30 millions d'ARR à la fin de l'année dernière. D'ARR, c'est récurrent annuel ? Oui, c'est le chiffre d'affaires d'abonnement annuel. D'accord. Voilà, c'est l'indicateur le plus souvent utilisé pour les boîtes de SaaS. D'accord. Et donc on compte dépasser les 45 millions cette année. Ouais, ok, donc ce qui est déjà des chiffres effectivement qui parlent. Et puis tu as écrit sur ton site web, alors une phrase que je trouve extraordinaire d'être aussi cash, c'est qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. Pourquoi tu écris ça ? Et quelque part, comment est-ce que tu décrirais la mission de Lucas ? Oui, ça c'est une phrase que les gens remarquent, tous les candidats nous la citent lors des entretiens. Bon, je suis pas original. Non, mais au contraire, ça me flatte parce que c'est une phrase que j'ai pondue dès le début, dès la création de Lucas, et qui reflète le désir, passion de faire des softs. Et donc quand tu es passionné par quelque chose, tu as envie qu'il soit beau. Donc on veut pas juste faire des softs qui sont utiles et fonctionnels, mais on veut que ça soit beau, parce que c'est des choses qu'on aime faire. Et puis c'était une manière de se différencier. On a un autre slogan qui est un peu du même ordre, c'est qu'on conçoit nos logiciels pour ceux qui les utilisent et non pas pour ceux qui les achètent. C'est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que nos logiciels, on les fait pas pour le DRH. D'accord. On les fait pas pour les DAF, on les fait encore moins pour le PDG. On les fait pour le collaborateur et son manager, et peut-être encore plus pour Martine. Alors Martine, c'est qui ? Martine, c'est la responsable de la paye ou la responsable RH d'une boîte, on va dire, nous on appelle ça le mid-market, en gros les boîtes entre 50 et 200 personnes, donc c'est souvent des femmes, pas toujours super à l'aise avec l'outil informatique. Souvent je dis à mes collaborateurs, imaginez que c'est votre mère, imaginez que le logiciel que vous faites, il est pour votre mère. Et je dis à mes sales, imaginez que vous vendez un logiciel à votre mère. Donc je veux que vous agissiez de la même manière. C'est dans son intérêt. Et ça permet d'aligner les gens. Tout le monde a envie que sa mère aille bien. Et moi, le fait que Martine aille bien, ça fait que le soir, quand elle rentre à la maison, elle est sympa avec son mari. Et comme ça rend le monde meilleur. Donc c'est un peu comme ça que j'essaie que Lucas, à sa modeste échelle, rende le monde meilleur. D'accord. Voilà, donc ça c'est la vision globale, faire des softs qui améliorent le quotidien des utilisateurs. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que 20 ans après, tu peux dire on a réussi tout ce que vous avez entrepris, vous l'avez réussi, ou est-ce que vous avez eu des fois des sujets que vous avez voulu aborder et qui n'a pas réussi à aider Martine ? Alors, on a eu plein d'échecs. Peut-être plus ces 10 premières années. Alors, oui, dans tous les softs que j'ai conçus, je pense que la moitié a été un échec. D'accord. Et donc la moitié sont morts de leur belle mort. Donc les échecs sont assez nombreux, mais c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu progresses. Ouais. Et en gros, l'échec, tu le vois très bien. Le soft se vend plus, ou les gens se désabonnent. Oui, ok. Donc le marché, chiffres parlent très vite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et le marché est impitoyable à ce niveau-là. Mais globalement, mon indicateur préféré peut-être, c'est je vais sur Trustpilot, tu sais, c'est une sorte d'avis. Donc on a plus 1500 avis, je crois, peut-être plus. Et quand je vais les lire, ça me fait des petites picousses de bonheur, tu vois. Parce que, non mais vraiment, j'adore. Je pense que c'est pour ça que je bosse, tu vois. C'est parce que les gens disent que le logiciel est ludique, bien conçu. Alors quand ils disent bien conçu, ça flatte mon ego, évidemment. Puis aussi, ils parlent beaucoup d'un autre truc, c'est le support. Quasiment tous les témoignages parlent d'une part du soft et de l'autre part du support. Oui. Et là, je suis un peu moins responsable parce que finalement, c'est tous mes collaborateurs, notamment les Customer Success, qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage, qui répondent très vite. Et on sent qu'elle crée, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, que ça crée des relations très fortes entre les gens qui font le support et les administrateurs qui sont, eux, le plus souvent en rapport avec notre support. Ça, je pense que c'est important, effectivement, parce que quand on est RH en entreprise, qu'on est au fin fond de son usine dans la Marne, et qu'on a un problème, qui j'appelle, quoi. Voilà, il faut sortir la paye, et et si personne ne répond, l'angoisse monte, et le stress monte. Et donc c'est pour ça que ça crée des relations très fortes entre donc nos Customer Success et nos Martines, entre guillemets. Il n'y a évidemment rien de péjoratif dans l'utilisation de ce prénom, au contraire. Ok. Et tu disais que tu visais plutôt des sociétés d'une taille assez modeste, vous visez pas des grands groupes aujourd'hui ? Alors notre cible
idéal, enfin idéal. La cible sur laquelle on a la plus grosse part de marché, c'est, nous on appelle ça mid-market, on peut appeler ça aussi plutôt PME, donc c'est de 50 à 500 personnes. D'accord. Notre objectif, c'est d'aller plus haut. Okay. Et donc on travaille beaucoup sur ça pour ajouter des fonctionnalités qui répondent aux groupes plus importants. Il faut faire très attention parce que plus tu rajoutes des fonctionnalités, plus ton soft devient complexe et moins il est facile à utiliser. Donc voilà, donc on ajoute ça en essayant de préserver la simplicité. Et les grosses boîtes y viennent parce qu'elles sont souvent habituées à ce qu'on leur dise oui. Parce qu'elles ont déjà des logiciels. Elles ont déjà des logiciels qui font papa, maman. Elles ont l'habitude que ces gros éditeurs, on leur dise souvent oui, fassent des adaptations spécifiques. Et en même temps, ces grosses boîtes réclament la simplicité. À un moment donné, il faut les mettre face à leurs contradictions et leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous voulez que ça soit simple, il faut faire quelques compromis sur les fonctionnalités. Et c'est un discours qui commence à passer. Ok, extrêmement clair. Comme je te le disais, Lucas a un peu plus de 20 ans et une culture très forte. Et en tout cas, ou tout du moins, je l'espère, qui reste, parce que 20 ans, c'est beaucoup, qui a été inculqué forcément par toi, tu en étais le fondateur, et qui reste et qui se transmet. Parce qu'une culture, on ne peut pas la décréter, il faut qu'elle vive, qu'elle soit transmise, qu'elle se transmette entre collaborateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer sur ce sujet de la culture? Moi, ça m'intéresse et ça intéresse les auditeurs RH, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Fidéliser les collaborateurs, recruter bien sûr, mais fidéliser, c'est un vrai sujet. Donc, ça touche beaucoup à la culture d'entreprise. Comment tu as fait et comment est-ce que tu peux être inspirant pour nous, professionnels RH? Donc c'est un vaste sujet, oui, qu'on va évidemment pas épuiser. Quand je rencontre mes collaborateurs qui arrivent, j'essaie de voir tous les nouveaux. Ils viennent dans ce bureau-là et je leur fais ce qu'on appelle le mot du président. Donc il y a 2 heures, j'avais 6 personnes devant moi à qui j'ai fait le mot du président. J'essaie de faire des choses un peu interactives. À un moment donné, je parle des valeurs. Les valeurs de Lucas. Et je leur dis, voilà, c'est un passage obligé, je suis le président, je dois vous parler des valeurs. Et je leur dis, écoutez, les valeurs, par exemple, dans votre famille, il y a des valeurs familiales. Et je leur dis, il est peu probable que votre père vous ait convoqué devant une présentation PowerPoint pour vous présenter les valeurs familiales. Et c'est ce que tu dis, les valeurs, c'est pas des mots. Les valeurs, c'est des actes, c'est des rites, etc. Donc les valeurs, elles sont incarnées par les gens qui sont dans la boîte. Comme on dit souvent, le poisson pourri par la tête. Et je pense que le dirigeant, c'est lui qui va donner l'exemple et qui va faire descendre les valeurs. Et donc, moi, j'essaye de gérer les gens comme moi j'ai aimé être géré. Le principe que j'adopte peut-être, qui me guide le plus, c'est prends les gens pour des adultes et ils se comporteront comme des adultes. Si tu les prends comme des enfants, ils se comporteront comme des enfants. Concrètement, comment ça se matérialise? Alors, je vais prendre 2 exemples. Par exemple, le matin, quand j'arrive, souvent, je trouve que les locaux sont un peu vides. Je trouve parfois que les pauses sont un peu longues. Mais je m'interdis absolument de faire une quelconque remarque sur les horaires des gens. Faire une remarque à quelqu'un sur son respect des horaires, c'est l'infantiliser. Ça n'a aucun sens. Et généralement, c'est un effet contre-productif. Ça va braquer la personne. Il me prend pour un gamin. Donc, s'il me prend pour un gamin, je vais me comporter comme tel. Ça, c'est un des exemples. La deuxième chose, c'est quand je forme les managers, parfois, j'aborde le sujet de est-ce qu'il faut réprimander? Est-ce qu'il faut sanctionner? Tu sanctionnes des enfants, quoi. Tu réprimandes des enfants. Par exemple, quand un commercial n'atteint pas ses objectifs, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Le simple fait qu'il n'atteigne pas ses objectifs le démoralise. Il le sait en général. Il le sait. Et c'est ce que j'ai un jour expliqué à un de mes administrateurs qui un jour m'explique que, mais Gilles, là, en ce moment, tu n'atteins pas tes objectifs. Tu vas à 80 sur l'autoroute alors que tes concurrents, ils vont à 130. Il en a un peu rajouté. Et puis après qu'il est raccroché, je me suis dit, mais comment il me parle, quoi. Je le sais que j'atteins pas mes objectifs. Voilà. Après, je lui ai dit, écoute, moi, je le fais pas avec mes commerciaux, ne le fait pas avec moi. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Prendre les gens pour des adultes et se comporter. Et alors après, tu peux le décliner. Après, il faut aller jusqu'au bout. Il y a notamment le sujet. Alors, il y a plusieurs éléments assez originaux chez Lucas au niveau culturel, mais il y en a un que j'aime bien, c'est l'actionnariat salarié. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai investi dès le départ. En gros, si tu demandes aux gens d'être des adultes et de s'investir vraiment dans la boîte, il y a une contrepartie que tu dois leur donner, c'est ce qui a vraiment de la valeur dans une boîte, c'est pas le salaire, c'est les actions. Oui. Ça, c'est si tu veux faire fortune. Comment tu vas sur ce terrain de jeu? Parce qu'aujourd'hui, il y a 500 personnes. Tout le monde peut être actionnaire. C'est des actions gratuites, je les achète. C'est quoi le fonctionnement? Le principe, c'est ça. C'est pour vraiment, si tu veux faire fortune, ou si tu veux gérer ton patrimoine correctement, c'est bien d'avoir des actions plutôt que du salaire. Mais la contrepartie, c'est des actions, c'est le risque. Le fait d'avoir un revenu important, c'est d'autant plus important que le risque est important. Donc il faut les deux. Donc les premiers salariés de Lucas ont acheté des actions.
D'accord. Dès 2002 Très vite. Ok, Très vite, ils ont d'accord. acheté des actions et à des prix assez significatifs, beaucoup moins élevés que leur vraie valeur, mais quand même à des prix significatifs. Eux, et lors de l'opération de levée de fonds que j'ai évoquée, un certain Oui, les nombre 63 d'entre eux, millions. ouais, voilà, un certain nombre d'entre eux, 20 salariés, ont fait des très belles plus-values. Pour certains d'entre eux, de plusieurs millions. Ouais, c'est pas neutre du tout. Hein. Et là, donc on continue cette logique d'actionnaire à salarié. Au moment de la levée de fonds, il y avait 50 salariés actionnaires. D'accord. Aujourd'hui, il y en a 100. Ça fait 20% des effectifs. Et le principe, il y a deux principes importants. Un, la cooptation. Et deux, ce que j'appelle skin in the game. La cooptation, c'est que les actionnaires sont choisis, ou associés, sont choisis par les actionnaires déjà existants. Donc, un système où le pool, là, on en a nommé 30 récemment. Donc, les 70 associés existants proposent des nouveaux actionnaires parmi les salariés existants. Et là, il y a une sorte de débat, il y a des votes. Chaque année, ça change parce que comme ça grossit, il faut trouver des nouvelles procédures. Mais en gros, T'invites pas ton pote non plus. alors, C'est ce qu'il n'y a pas du copinage, du risque de... voilà, mais tu peux le proposer. D'accord. Tu peux proposer ton pote à l'association. A priori, l'association, c'est partager le gâteau en de plus nombreuses parts, mais tu gagnes si le gâteau grossit. Oui. Donc l'intérêt, c'est que ton pote, il fasse grossir le gâteau. Hein, tu vois, tous les associés ont un intérêt C'est plutôt d'associer. accélérateur que frein, quoi. Exactement. Et donc un système on discute. À la fin, j'ai un petit droit de veto pour arrêter la liste finale. Et donc la liste finale, c'était 30 personnes. Et on leur propose à ces 30 personnes de devenir associés. Alors de deux manières. D'abord, ils doivent acheter des actions. Un minimum d'actions autour de 10 000 euros. Donc c'est pas complètement négligeable. C'est un montant plutôt conséquent, effectivement. Ouais, c'est le skin in the game. Il faut qu'il y ait un risque. Ok. Il faut qu'il y ait un risque. Il faut qu'il se fasse un peu mal. Et on rajoute là-dessus ce qu'on appelle des stock options, qui permet, ou des BSPCE, c'est un peu l'équivalent, ce qui permet d'avoir un effet de levier et d'avoir un gain potentiel plus important au bout d'un certain temps, puisqu'on décourage les comportements spéculatifs. Donc si tu deviens associé et que tu pars un an après, tu gagneras. Oui, parce qu'il y a un enjeu aussi de fidélisation du coup des collaborateurs. Mais l'idée, c'est de les faire monter à bord. Oui. C'est la notion d'association. Et ça change beaucoup leur comportement. Et donc, la règle du jeu, en gros, c'est on dit aux jeunes qui veulent devenir associés, on leur dit, si tu veux devenir associé, comporte-toi comme un associé. Tu vois, c'est un peu ça. Et alors, quand on est associé, pour l'être moi-même, le pendant aussi, c'est d'être transparent sur les chiffres, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Parce qu'une entreprise, même si elle est en hypercroissance, il y a forcément des jours sans et puis des jours avec. Oui, quand tu es transparent, il faut que ça marche dans les deux sens, sinon tu n'es pas crédible. Et vis-à-vis de ces 100 salariés, est-ce que tu as une transparence différente vis-à-vis des salariés qui ne sont pas actionnaires, ou est-ce que tout le monde a le même niveau d'information ? Là, pour le coup, on est très transparent sur les résultats, sur beaucoup de choses. Hein. On est assez connu sur ça, sur les salaires. Tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Sur les résultats, donc on est là en interne et d'ailleurs en externe aussi, on communique nos résultats assez facilement parce qu'on n'a rien à cacher à ce niveau-là. Ce qui est assez rare dans le monde de la French Tech. Tech. Voilà, c'est vrai que c'est assez rare. Et en tout cas, c'est très apprécié, je pense, par les collaborateurs qui savent si la boîte va bien ou pas bien. Alors c'est plus facile en ce moment, comme la boîte va bien. Bien sûr, j'ai pas énormément de mérite à être transparent sur les résultats, mais c'est quelque chose on l'a fait aussi au moment où ça allait un peu moins bien. D'accord, oui, d'avoir toujours cette même... Oui, parce que de toute façon, quand tu es transparent et si tu arrêtes de communiquer sur tes chiffres... Et de continuer à prendre les salariés pour des adultes. Ouais, voilà. Ça reste toujours la même chose. Et en plus, ça t'oblige, si tu veux, parce que si tu arrêtes de communiquer sur tes chiffres à un moment donné, les salariés sont pas idiots. Ils vont se dire, si Gilles ne nous donne plus le chiffre d'affaires, les résultats, c'est qu'il doit avoir des trucs à cacher. Et donc, s'il a des trucs à cacher, c'est que ça doit pas aller très bien. Ok. J'aimerais avoir ton avis, parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, quand j'arrive, je vois pas toujours beaucoup de monde dans mes bureaux. Télétravail, c'est quoi ta posture par rapport au télétravail ? Est-ce que je peux être en salarié full remote, par exemple, chez Lucas ? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'habite, je sais pas, sur l'île de Noirmoutier, par exemple, et que j'ai pas envie de venir à Paris ou à Nantes, parce que vous avez des bureaux à Nantes. Non, c'est Marseille aussi. Oui. Et Marseille, pardon. Quelle est ta position par rapport à ce sujet du télétravail qui a pris de l'ampleur depuis 3 ans là ? Alors, j'ai un avis mitigé là-dessus parce que d'un côté, deux de mes associés étaient en full télétravail, mais ça marchait assez bien parce qu'on était peu nombreux. Maintenant, je suis plutôt contre. Je suis plutôt défavorable au télétravail, même s'il y a une grosse demande de la part des collaborateurs. Enfin, quoique, il y a une grosse demande, mais qui
qui bouge un peu. Oui. Qui bouge un peu. Plus un équilibre. J'ai le sentiment qu'il y a plus un. Ouais, alors l'équilibre de un jour, 2 jours, 3 jours. Ouais, je sais pas si ça a du sens de dire je fais 1 ou 2 jours de télétravail. T'as pas mis une règle précise aujourd'hui? Si, pour l'instant on a mis des règles parce que il y avait une forte demande, on avait des problèmes de locaux aussi, donc ça nous arrangeait. Okay. Maintenant on a des très beaux locaux, comme tu l'as évoqué, et je pense que je vais pousser pour que le télétravail, ça soit l'exception. D'accord. Donc il y a quelques salariés qui sont en full remote. Ok. Mais c'est l'exception. Le télétravail, pour l'instant, en gros, on autorise 2 jours ou 3. C'est les équipes qui décident, qui se gèrent un peu. Mais j'ai l'impression que j'ai pas envie que ça soit par défaut, parce que si tu demandes à un manager, il va dire ok, on va mélanger, on va donner un peu de télétravail et puis un peu de travail sur place. Comme ça, tout le monde est content. Personne n'est content. En tout cas, il y a des métiers qui sont très compatibles avec le télétravail. J'ai envie de dire des trucs peut-être très administratifs ou un peu répétitifs, mais de travail où tu dois résoudre des problèmes complexes qui demandent des spécialités différentes, là quand même le fait d'être au même endroit, ça donne des performances bien supérieures. Donc globalement je suis contre le télétravail. C'est intéressant de t'entendre, parce que c'est pas un discours qu'on entend aujourd'hui tous les jours, il y a plutôt du consensuel. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Maintenant on voit Elon Musk, Sam Altman de OpenAI vraiment ont des discours très clairs contre le télétravail, et je pense que ils ont raison, et 2, ils sont courageux de le dire. Il faut dire les choses. Et si je viens te chercher sur un autre sujet, nouveau sujet qui prend de l'ampleur, la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est une vraie demande des salariés? Est-ce que c'est un sujet chez Lucas? Ou est-ce que c'est plutôt un buzzword de journalistes en ce moment, autour de quelques exemples qui marchent, mais autour de quelques exemples uniquement? Moi, franchement, j'y crois pas du tout. Moi, je suis en première division. Il faut se battre contre les types qui sont aussi qui veulent être à la tête du championnat, eux aussi. Je veux dire, c'est pas en travaillant moins qu'on va réussir à les battre. Je pense pas. Alors on dit oui, mais si tu travailles sur 4 jours, t'es plus productif. Je sais pas, je suis pas convaincu de ça. Alors après, il y a certaines boîtes dans lesquelles ça marche, certains sont connus, pour ne pas citer Welcome to the Jungle. Par exemple, ouais. En tout cas, ça leur fait beaucoup de com, comme nous, la libre fixation des salaires. Mais j'ai pas un avis aussi définitif que sur le télétravail. J'ai pas complètement creusé le sujet. D'accord. Mais a priori, je suis contre. D'accord, mais c'est pas une demande non plus que tu as tous les jours des salariés en disant on veut arrêter de travailler, on veut choisir nos 4 jours dans la semaine, etc. quoi. Non, je le vois de temps en temps, mais ça me paraît pas être une lame de fond. Et dans tous les cas, même si ça le serait, je veux dire, il y a certaines personnes qui veulent travailler 4 jours, grand bien leur face. Mais si tu peux, moi je dis aux débutants, si tu veux réussir, faut bosser. Tu peux bosser 4 jours, mais si tu bosses 5, tu auras plus de chances de réussir que si tu bosses 4 jours. Voilà, tout ne va pas être amené, offert sur un plateau. Bosse 5 jours, bosse 6 jours si tu veux réussir encore plus que... Voilà, bosse 7 jours peut-être. Bon, attention, après si tu veux sacrifier ta vie personnelle, c'est des adultes, les gens sont des adultes, je vais pas me mêler de leur vie d'adulte. Donc, intéressant d'avoir ce point de vue, voilà, parce que tu as un vrai recul professionnel d'entrepreneur, tu connais extrêmement bien le monde des ressources humaines. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous êtes toujours en process de recrutement au sein de Lucas. Vous continuez à staffer l'équipe, à la faire grandir pour aller sur les enjeux dont tu parlais? Plus que jamais, c'est un petit enjeu quand même. Donc cette année, on va recruter à peu près 180 personnes. 180 personnes, ouais. On était 300 début 2021, on est aujourd'hui 500. Donc sur Paris, Nantes, Marseille, c'est les 3 sites. Barcelone, Genève. Barcelone, pardon. Ok, aussi à l'étranger. On a ouvert 2 filiales à l'étranger en début d'année. Donc c'est un enjeu. Alors c'est un enjeu effectivement. Il faut recruter. Donc on a une armée de TAM menée de main de maître par Charles de Fréminville et Camille. Et l'enjeu c'est la culture aussi. C'est de préserver la culture. Donc là, ça dépend évidemment pas que de moi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la culture, ça descend, et donc elle est incarnée par les gens. En gros, je me suis fixé une règle de pas plus de 40% de croissance des effectifs par an. Ce qui est déjà énorme. À la taille de... Voilà, ouais. Parce que là, ça commence à faire des chiffres impressionnants, effectivement. Ouais, voilà, donc on va essayer de tenir ça. Pas plus de 40% de croissance des effectifs par an pour préserver une culture, et avec l'idée de recruter plutôt des débutants. D'accord, c'est plutôt votre cible. Ouais, c'est plutôt des débutants, parce que moi j'ai été très marqué par Arthur Andersen, ma première expérience professionnelle en cabinet d'audit, qui recrutait que des débutants, tous un peu le même profil sociologique,
enfin, donc diplômés de grande école, de commerce ou d'ingénieur. Donc pas beaucoup de diversité, hein, il faut bien le reconnaître. Donc tu peux trouver ça un peu négatif. Il y avait un côté un peu arrogant aussi, un peu élitiste. Mais il y avait des côtés très positifs, c'est que ça crée une très forte culture. Quand les gens se ressemblent, c'est un peu comme une ruche. Il se passe quelque chose, hein. Il y a un phénomène qui se produit, et donc ils vont boire des coups ensemble, ils vont en vacances ensemble, ils parlent des mêmes sujets, et donc j'y vois beaucoup d'intérêt, et puis tu peux avoir des gros potentiels, et c'est ce qu'on essaie de recruter, qui seront les cadres de demain. Oui. Et qui connaîtront bien la boîte. Je suis assez contre le fait de parachuter des gens qui ont 10-15 ans d'expérience à des postes importants. Parfois, tu es obligé de le faire, quand la boîte grossit trop vite. Mais si tu peux promouvoir en interne, c'est quand même quelque chose que je préfère largement. Donc là, ça c'est aussi très, très culturel chez vous. Oui, c'est très inspiré de ces cabinets d'audit et de conseil anglo-saxons où c'est promotion interne et tu fais monter les gens. Et donc tu passes pas ton temps à passer des annonces, je cherche un manager de manager. Non. Normalement, il est déjà ici. Voilà, en fait. Et ça te permet d'avoir des parcours de carrière qui sont incarnés. Et donc le débutant, il voit bien que la personne qui a 50 plus que lui, elle est à ce niveau-là. Et donc c'est possible. C'est possible, c'est motivant. Oui. Et comme en plus tu as une transparence sur les salaires, tu vois combien tu vas gagner. Et en plus, il est devenu associé. Oui. Voilà, donc ça permet de créer quelque chose de positif. J'ai pas trop envie de parler de recrutement, mais plus d'intégration. Comment est-ce que tu réussis, ou tes équipes, à intégrer 100, 150, 200 personnes en une année civile ? Alors à la fin du mot du président, je les vois généralement au bout de 1 ou 2 mois de présence chez Lucas et je leur demande ce qui les a marqués. Et là ce matin, quasiment tous, ils ont parlé du parcours de onboarding qui est très industrialisé, alors parfois un peu scolaire, mais très dense, avec formation sur tous les softs, rencontre de personnes, c'est très cadré, très orienté pour les débutants, que tu prends en main. Alors pour les gens un peu plus expérimentés, parce qu'on ne recrute pas que des débutants, ça peut paraître un peu scolaire, mais ça permet de prendre les gens en main, si tu veux. Ils ne sont pas parachutés sur un bureau avec un poste, débrouille-toi. Et donc ça demande une grosse organisation. Logistique, un minimum d'organisation, ouais. Voilà, alors on a un soft qui permet de faire ça, voilà, mais on a aussi beaucoup de monde pour orchestrer ça avec des étapes obligées, comme le rapport d'étonnement, comme un point avec... Chacun, ils ont un parrain qui est nommé, ils ont un point d'étape avec le RH pour savoir si tout se passe bien. Enfin voilà, c'est très cadré. C'est pas trop grâce à moi ça finalement, parce que moi je suis pas très organisé, mais j'ai 2 DG, c'est des machines, Guillaume et Damien, et qui arrivent à faire tourner la boutique comme une horloge. Ok. Du coup, vous avez le label Happy at Work là, depuis 4 ans. Ça vous apporte quoi ? Ça t'apporte quoi ? Alors, Happy at Work, au début, c'est assez nouveau, donc les gens apprécient, ils répondent. Ils sont un peu étonnés de voir que quand ils mettent trop souvent 5 étoiles sur 5, le soft leur demande de mettre moins. Bon, d'accord, pourquoi pas. Ça permet d'être dans un classement, de se comparer, de faire un peu d'événements. Mais après, au bout de 3-4 ans, tu te lasses. D'accord. Tu te lasses. Et on a vu plus d'effets là récemment à l'occasion du FT 120 que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a un petit peu communiqué autour de ça. French Tech 120. Ouais, voilà, French Tech 120. Donc on est parmi les 120 boîtes de tech. Tu as le Next 40 et le French Tech 120. Et ça, en fait, on s'est rendu compte sur les forums que les gens qui viennent d'être recrutés ou qui sont chez Lucas mettent entre parenthèses FT 120. Donc ça joue forcément sur la marque employeur. On a vu une augmentation importante des candidatures spontanées. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif en termes de recrutement. Ok, donc ça c'est top. Le temps tourne, si je reviens sur la solution Lucas, c'est quoi Lucas demain ? Quels sont vos plans d'expansion ? Sur quoi vous travaillez ? Pour nous rendre service, nous en tant que RH, nous faire gagner du temps à Martine, faire gagner du temps aussi aux salariés qui utilisent Lucas. Vous travaillez sur quoi ? S'il y a peut-être des scoops, des infos, ou des outils qu'on connaît pas bien de chez Lucas. Oui, voilà, notre grosse actualité. Alors il y a 2 choses. Il y a un outil qui je pense est pas assez connu. En plus, il est gratuit. Ok. Et il faut qu'on communique plus dessus. Ça s'appelle Lucas Faces. Ah, je connais pas du tout. C'est un jeu. Alors attention, quand tu le déploies dans ta boîte, il faut savoir que ta boîte arrête de bosser pendant une après-midi. Il faut le savoir. La productivité chute. Ça c'est le coup, mais il y a un avantage. C'est quoi ce jeu ? C'est on tire au hasard une photo d'un collaborateur et en dessous on affiche 4 noms, enfin nom, prénom,
un des 4 correspond au collaborateur et les 3 autres sont évidemment pas les bons. Et donc, tu dois choisir, tu vas cliquer sur le bon le plus vite possible. Et comme ça, tu as 10 photos qui passent. Et plus tu cliques vite et moins tu te trompes, plus tu gagnes de points. Donc, ça a un double intérêt. Donc, il y a un intérêt, c'est que tu apprends les prénoms des collaborateurs. Et le deuxième intérêt, c'est que ça fait marrer tout le monde et tout le monde essaie d'être le premier de la liste. Alors au début, dans les premières versions, les premiers de la liste, c'était toujours des développeurs qui allaient hacker le système. Donc on a mis des garde-fous, des petits malins. Et donc on a mis des garde-fous qui fait qu'ils désactivent les tricheurs définitivement. Et on a des demandes au support de développeurs qui nous supplient de les réactiver pour qu'ils puissent à nouveau jouer à Luca Faces. Bon, donc ça c'est un peu l'anecdote. Hein, c'est un logiciel qu'on vend pas. Et il y a un deuxième logiciel là qu'on va sortir et qui est très très attendu par tous nos clients. Et c'est Poply Formation, donc c'est la gestion de la formation. On a essayé de faire une gestion de la formation et on verra si le marché nous donne raison. C'est plus pour Martine, la responsable formation, ou là c'est pour les salariés formés? C'est plutôt, alors c'est ce qu'on appelle un TMS, Training Management System. C'est pas un outil de e-learning, c'est un outil qui permet de gérer les aspects administratifs, mais orienté collaborateurs et managers. L'idée c'est que ça soit plus facile de demander des formations et de suivre les formations quand on est collaborateur. Donc, vous pouvez faire vos demandes de formation, vos historiques des formations suivies. On vous propose des formations. Donc, c'est pour le collaborateur, pour le manager et pour Martine qui est responsable de formation pour suivre la consommation de son budget formation. Donc, on a essayé de garder la Lucas Touch et de rendre ça simple parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des offres sur le marché étaient très orientées gestion administrative du problème et avait des interfaces, on va dire, pas toujours idéales en termes d'ergonomie. Ok. Tu disais tout à l'heure, je rebondis sur Barcelone et Genève. Donc vous êtes présent en Espagne et en Suisse. Moi, si je suis RH dans mon entreprise et que j'ai des salariés ou des sites à l'étranger, on peut déployer Lucas ? Bien sûr, on est présent dans 130 pays. Ah oui, via nos clients. D'accord. Via nos clients, puisqu'on parle, le soft, il parle de dernière nouvelle, je crois que c'était 8 langues. Okay. Et donc, nos clients, ils ont des filiales dans 130 pays. D'accord, c'est pas réservé au marché franco-français, avec ses spécificités, etc. Même si on est encore un peu trop franco-français à mon goût, le soft est très adapté. On a énormément de clients en Europe, aux États-Unis, en fait dans tous les pays du monde, avec 130 pays clients. Et maintenant, quand je parle de l'Espagne évidemment et de la Suisse, on a des filiales là-bas qui vendent directement sur place. D'accord. Là, des clients locaux. Là, il y a la conquête, on va dire, européenne de marché. Une expansion internationale. Ok, donc ok. Extrêmement clair. Dernière partie de notre échange, qui est très riche, c'est comment tu vois évoluer notre fonction RH. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, c'est pas nouveau, mais c'est encore de plus en plus prégnant. On voit arriver des outils d'intelligence artificielle, on n'en est qu'au début, à mon avis, de l'histoire. En tout cas, on est en pleine transformation du monde du travail. Selon toi, avec ton regard, alors c'est pas évident d'être Madame Soleil, et puis c'est pas ce que je te demande, mais qu'est-ce que tu vois évoluer demain dans le monde du travail qui peut nous impacter, nous, dans notre fonction RH, et quelque part, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en fonction RH, pour s'adapter à tout ça? Moi, je pense que le RH doit prendre conscience que, et c'est un peu aussi le positionnement qu'on a, c'est qu'il faut voir la RH comme un outil avec un impact stratégique pour les boîtes. En gros, il faut que le RH crée un avantage stratégique de la boîte par rapport à ses concurrents. Avantage via l'efficacité des collaborateurs et plus encore l'engagement des collaborateurs. Des collaborateurs engagés, ça fait toute la différence. Et l'engagement des collaborateurs, c'est pas uniquement la responsabilité du RH, mais c'est lui qui est là pour sensibiliser le sujet, le prendre en considération et faire prendre conscience au management si nécessaire que l'engagement des collaborateurs, c'est un point clé. On voit encore des DRH ou des directeurs, des directrices ressources humaines qui sont pas associés au comité de direction, qui sont pas au COMEX. Enfin, moi, j'en croise encore dans des entreprises. Personnellement, ça me choque. Comment tu réagis par rapport à ça? Est-ce que déjà, toi, ton ou ta DRH est associé au comité de direction? Est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui que le boss de la RH soit proche du dirigeant quelque part? C'est essentiel, surtout quand tu te projettes dans le futur. C'est les gens que tu recrutes aujourd'hui qui vont être les cadres de demain et les dirigeants d'après-demain. Et donc ça doit être pris en compte. Donc sur cet aspect gestion des ressources humaines au sens recrutement, vraiment la fonction RH est une fonction clé en support des managers. Ce que je dis à mes managers, c'est que la responsabilité d'un manager, une des responsabilités, c'est constituer son équipe. Et donc le RH est là pour
aider le manager à constituer son équipe dans une fonction support des managers et au niveau direction générale, évidemment, avec une vision à plus long terme. Ok. Sur les managers, si on zoome sur les managers, pareil, comment est-ce que tu vois leur fonction évoluer ? Parce qu'en 20 ans, elle a bougé. Ce rôle, on va dire, dans l'entreprise a bougé. Il a pris de l'ampleur. C'est pas un rôle facile parce que il y a beaucoup d'interactions des collaborateurs, de ses propres managers quand on est manager, du dirigeant, de toi, Gilles, etc. Comment est-ce que toi tu soutiens tes managers ? Comment est-ce que tu les vois grandir demain ? Ouais, alors je sais pas si la fonction a évolué. Ce que je dis à mes managers là, quand je rencontre les nouveaux managers, je les fais réfléchir sur qu'est-ce qui définit un manager. Et en fait, je l'ai compris qu'il y a assez peu de temps, moi, ce que c'était vraiment un manager. Un manager, c'est quelqu'un à qui tu confies une tâche qu'il ne peut pas matériellement réaliser tout seul. Tu dois sortir un nouveau logiciel, tu dois faire 10 millions d'euros de booking dans l'année. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il a une équipe pour faire ça, qui le fait à sa place. Et donc, il devient responsable du travail de ses collaborateurs. C'est ça ce que c'est un manager. Et pour moi, ça change pas. Ça n'a pas changé. C'est quelqu'un qui est responsable du travail d'autrui, en fait. Okay. Donc, tu leur fais prendre conscience de ça. Et la deuxième chose, c'est souvent, tu sais, tu as des types qui sont experts, techniciens, qui disent « Mais moi, je veux pas devenir manager. » Et eux, tu leur dis « Mais attends, à un moment donné, ce que tu dois faire, tu peux pas le faire tout seul. Donc, il faut bien quelqu'un qui coordonne. Et qui, mieux que toi, peut faire ce travail de coordination. » Et c'est souvent comme ça que les techniciens sont les meilleurs managers. Alors, il y a certains, ils le feront jamais, parce qu'ils veulent pas être responsables du travail d'autrui. Mais ceux qui ont d'abord comme priorité le résultat final, alors ils disent, si moi je veux à ce résultat-là, il faut que je sois responsable du travail d'autrui, et donc je vais devenir manager. Et donc ça, je pense que cette vision du management, ça n'a pas changé. Et ensuite, quand tu leur dis, alors est-ce que vous pensez que la bienveillance est une qualité managériale ? Tu décales le sujet. En fait, la bienveillance, c'est pas une qualité managériale, c'est une qualité humaine. Et tu attends des gens qui soient humains. Donc la bienveillance, c'est un prérequis. Oui. Voilà. C'est pas réservé au manager. Non, c'est pas réservé au manager. Voilà. Et le manager, on s'en fout qu'il soit bienveillant ou pas. Moi, je dis, je m'en fous que vous soyez bienveillant ou pas. Vous avez des objectifs. Vous devez les atteindre dans la durée. Donc après, vous managez comme vous voulez. C'est pas à la limite, c'est pas mon sujet. Je peux vous donner des conseils, mais c'est pas mon sujet. Vous devez atteindre vos objectifs. Et ça, je pense que c'est un message important pour les managers. Et à l'arrivée, les équipes apprécient ça aussi. Parce que est-ce qu'une équipe va préférer être avec un manager bienveillant ou avec un manager qui atteint ses objectifs ? Voilà, finalement. Je crois que tu préfères être avec un manager qui est un winner. C'est intéressant parce que moi, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai eu des fois des débats avec des collaborateurs qui me disaient « Mais tu le recrutes pas, il est sympa. » Mais ça, c'est chouette que ce soit sympa. Mais il faut qu'il soit sympa et compétent. Parce que juste sympa, à un moment, c'est problématique dans une entreprise, quoi. Ça suffit pas. Ouais. Ça suffit pas. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Ou un sujet que j'ai pas abordé, que tu aurais aimé que j'aborde ? Écoute, on peut parler peut-être... tu pourrais me demander quel est... Qu'est-ce que je conseille en matière d'outils RH ou de boîte RH ? Oui. Toi qui connais effectivement forcément pas mal de choses, est-ce que alors qui n'est pas le cas, un outil RH qui peut être un logiciel SaaS ou pas forcément, mais qui toi tu trouves vraiment aujourd'hui pertinent dans son approche pour aider un professionnel RH dans son quotidien et le faire grandir, être plus productif. Alors c'est pas un outil là, ce que j'ai en tête, c'est une boîte qui s'appelle Ignition Programme. D'accord. Ils font à la fois un peu de recrutement. Okay. On bosse un peu avec eux en recrutement, mais on bosse aussi surtout avec eux en animation. Par exemple, j'ai fait un team building avec mon codir récemment. Ils l'animent assez bien. Ils font des formations sur la gestion non conflictuelle. J'ai parfois besoin de ce genre de conseils et ils sont très bons là-dessus. D'accord. C'est une entreprise parisienne, provinciale ? La communication non violente, c'est ça le terme. Okay. Oui, c'est une entreprise parisienne et à la tête de cette boîte, il y a Caroline Payou qui a créé un club qui s'appelle le club Bootstrap, qui est le club d'entrepreneurs de boîtes qui sont bootstrappés. Donc Lucas, quand j'ai adhéré à ce club, on était encore bootstrappés. Et donc, comme je n'ai levé des fonds qu'au bout de 20 ans, ils m'ont gardé dans le club. Ok. Merci beaucoup, Gilles. C'est extrêmement riche. Merci aussi pour ta transparence sur tes convictions et sur Lucas. Si j'ai envie de te contacter, comment est-ce que je peux le faire ? Est-ce que je peux le faire facilement ? Oui, mais par mail, g7g@lucas.fr, lu2ca.fr. Tout simplement. Tout le monde peut me contacter et généralement, je réponds. Ok.
Un grand merci Gilles, un grand merci Florent. une fois. Et puis je te dis à bientôt, prends soin de toi et merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!